cette troisième table ronde, elle portera sur l'économie. Quelle autre économie? Déjà, la table ronde précédente, c'était quelle autre école? Donc, on est vraiment dans un autre monde, l'essai d'invention d'un autre monde. Les participants sont déjà en place. Et j'appellerai Roxane Borgna et Jean-Claude Espagne pour la lecture d'une partie des manuscrits de 1844 de Marx, 1844 de Marx, sur une partie très extraordinaire, assez peu connue, consacrée à l'argent. Donc c'est le jeune Marx, c'est le Marx philosophe, c'est pas encore le Marx économiste, le Marx philosophe donc qui s'intéresse à la façon dont l'argent, dont la marchandise peut brimer le développement des potentialités de l'individu. Donc il y a ça à redécouvrir chez Marx aussi. Donc un individualisme de Marx qui n'est pas du tout réductible donc à tout ce qu'a fait l'économisme réel et l'économisme de Caserne, qui a donc fait taire d'une certaine façon l'individu. Merci. L'argent, parce qu'il peut tout acheter, parce qu'il peut s'approprier tous les objets, est l'objet de possession par excellence. En raison de l'universalité de ce pouvoir d'acheter, son règne est tout-puissant. L'argent sert d'entremetteur entre le besoin et l'objet. Mais ce qui sert de médiateur à ma vie sert aussi de médiateur dans mon rapport à l'existence des autres hommes. Pour moi, l'autre, c'est donc l'argent. Il est clair que tes mains, tes pieds, ta tête et ton cul sont à toi. Mais tout ce dont je jouis ardemment ne m'appartient-il pas? Si je possède 6 chevaux, leurs forces ne sont-elles pas miennes? Je les monte et me voici homme ordinaire comme si j'avais 24 jambes. C'est tiré de Goethe, Faust, c'est Méphistophélès qui parle, et là c'est Marx qui commente. Ce qui, grâce à l'argent, est à moi, ce que je peux payer, c'est-à-dire ce que l'argent peut acheter, je le suis moi-même, en ma qualité de possesseur de l'argent. Ce que je suis et ce que je peux ne sont donc nullement déterminés par mon individualité. Je suis laid, mais je peux m'acheter la plus belle femme. Donc, je ne suis pas laid. Car l'effet de la laideur, sa force repoussante, est supprimé par l'argent. Je boite, mais l'argent me procure 24 jambes. Je ne suis donc pas boiteux. Je suis un homme mauvais, malhonnête, dépourvu de conscience et d'esprit, mais l'argent est vénéré, donc son possesseur l'est aussi. L'argent est le souverain bien, donc son propriétaire est bon. En outre, l'argent me dispense de l'effort d'être malhonnête puisqu'on me suppose honnête. Je suis sans esprit, mais l'argent est l'esprit réel de toute chose. Comment son propriétaire pourrait-il ne pas avoir d'esprit? De plus, il peut acheter les gens spirituels. Celui qui possède le pouvoir sur les gens d'esprit n'est-il donc pas plus spirituel que l'homme d'esprit? De l'or! Qu'est-ce que c'est l'or? L'or jaune, luisant, précieux. Ce peu d'or suffirait à rendre blanc le noir. Juste l'injuste. Beau le laid, noble l'infâme, jeune le vieux, vaillant le lâche. Cet or écartera de vos autels vos prêtres et vos serviteurs. Il arrachera l'oreiller de dessous la tête des mourants. Cet esclave jaune fera et défera les serments, bénira les maudits. Il fera adorer la vieille lèpre blanche.
Il mettra des voleurs sur les bancs du Sénat avec des titres, des courbettes et des éloges. C'est lui qui pousse la veuve éplorée à se remarier. Une femme hideuse, l'or l'embaume, la parfume. Elle redevient comme un jour d'avril. Métal maudit. Putain universel. Pour qui les nations s'entretuent. Marx commente maintenant cet extrait de Timon d'Athènes. L'argent a deux propriétés. Premièrement, il est la divinité visible, la transformation de toutes les qualités humaines et naturelles en leur contraire, la confusion et la perversion universelle des choses. Il fait coexister fraternellement les incompatibles. Deuxièmement, il est la putain universelle, l'entremetteur universel des hommes et des peuples. L'essence de l'argent est la perversion et la confusion de toutes les qualités humaines et naturelles. La fraternisation des incompatibles, c'est sa force divine en tant qu'essence générique aliénée, aliénante et s'aliénant des hommes. Ce que je ne puis en tant qu'homme, donc ce que ne peuvent toutes mes forces essentielles d'individu, je le puis grâce à l'argent. L'argent fait donc de chacune de ces forces essentielles ce qu'elle n'est pas en soi, c'est-à-dire qu'il en fait son contraire. L'argent apparaît alors comme cette puissance de perversion qui se retourne contre l'individu et contre les liens sociaux. Il transforme l'infidélité en fidélité, la fidélité en infidélité, l'amour en haine, la haine en amour, la vertu en vice, le vice en vertu, le valet en maître, le maître en valet, le crétinisme en intelligence, l'intelligence en crétinisme. L'argent étant, au niveau du concept, ce qui existe et agit sur la valeur de toute chose, confond et échange toute chose. Il est la confusion et la permutation universelle de toute chose, donc le monde à l'envers. La confusion et la permutation de toutes les qualités naturelles et humaines. Mais prenons au contraire l'homme en tant qu'homme et considérons son rapport au monde humain. Dans ce rapport, tu ne peux échanger l'amour que contre l'amour. La confiance que contre la confiance. Si tu veux jouir de l'art, il faut que tu sois doté d'une culture artistique. Si tu veux exercer de l'influence sur d'autres hommes, sur d'autres humains, il faut que tu aies une action réellement animatrice et stimulante sur eux. Chacun de tes rapports à l'homme et à la nature doit être une manifestation déterminée, répondant à l'objet de ta volonté, de ta vie individuelle réelle. Si tu aimes sans provoquer l'amour réciproque, je veux dire si ton amour en tant qu'amour ne provoque pas l'amour réciproque, c'est-à-dire si par ta manifestation vitale en tant qu'homme aimant, tu ne te transformes pas en homme aimé, alors ton amour est impuissant. Et c'est un malheur. Voilà, c'est aussi un des plaisirs de découvrir, de redécouvrir des textes philosophiques comme ceux, par exemple, trop ignorés de Marx, comme celui-ci sur l'argent. Donc, troisième table ronde, quelle économie? Alain Caillé va être modérateur et nous présenter donc les différents intervenants. Merci.
Merci à Roxane et à Jean-Claude de nous avoir si bien lu ce texte quand même admirable et qui en plus prélude extraordinairement bien à cette table ronde sur l'économie. L'économie, c'est évidemment la pierre de touche, d'une certaine façon, du convivialisme, puisque si nous n'avions rien à dire sur l'économie, on pourrait immédiatement nous balayer d'un revers de main en disant, mais au fond, tout ça, c'est des rêveries, des mots en l'air, words, pour évoquer également Shakespeare. Alors, nous allons donc aborder la question de l'économie de manière encore infiniment plus frustrante que sur la question de l'école. Il y a beaucoup de frustration tout à l'heure, puisqu'il y avait énormément de sujets à discuter. Beaucoup d'entre vous n'ont pas pu avoir la parole. Je reprécise quand même, pour que les choses soient un peu plus claires, que nous avons en fait jusqu'à 19h30 pour finir les deux tables rondes, et que ceux qui veulent rester après, on a jusqu'à 21h, on peut manger un morceau, boire un verre dehors, discuter les uns avec les autres. Puisqu'on parle d'argent et d'économie, je vais en profiter avant d'oublier, pour dire que vous pouvez trouver à côté de la table de presse, la table des librairies, une petite cassette, astucieusement confectionnée par mes soins et ceux de mon épouse, avec une fente, qui s'appelle Contribution au convivialisme. Si vous pouvez y contribuer, c'est parfaitement ce qui permettra donc au convivialisme de pervertir le monde. Ça permettra au convivialisme de pervertir le monde grâce à la putain universelle que vous pouvez bien mettre dans cette cassette. Donc je passe tout de suite la parole à nos trois orateurs que je présente très très brièvement. Donc on va commencer avec Marc Imbert, qui est professeur de sciences économiques à l'université de Rennes 2, je ne me rappelle jamais laquelle. 1, bon, c'est rapide. Je me dis toujours que c'est l'autre, mais évidemment c'est l'autre en fait. Et par ailleurs, Marc anime depuis longtemps un réseau international de réflexion alternative sur l'économie qui s'appelle PKA. Voilà. Nous entendrons après Christophe Fourel, qui est chargé, comment dire, je ne sais pas exactement quel est ton titre. Moi non plus. Voilà. Mais en tout cas, il anime des recherches très importantes au ministère du Travail. Des affaires sociales. Des affaires sociales, mais ça change sans arrêt de nom. Il est par ailleurs président de l'association des Amis d'Alternatives économiques. Et puis nous entendrons enfin Bernard Perret, qui est... là encore, quel est ton titre exact? Le commissariat général je suis à l'inspection générale du ministère de l'écologie. Voilà. Pour encore 3 jours. Pendant 3 jours, ton propos est encore valable. Voilà. D'accord, profitons-en. Je donne tout de suite la parole à Marc Imbert. Merci Alain. Bonjour à toutes et à tous. Merci au Théâtre de la Tempête et à leur direction, à leurs acteurs, à la mise en scène, à l'animation. Merci à la complicité de Dany Robert Dufour et Alain Caillé, et qui nous ont réunis ici. C'est formidable, cette rencontre débat-théâtre. J'ai déjà tant appris de divers intervenants et également des personnes dans la salle qui posaient des questions qui m'ont paru pertinentes, même si on ne peut pas répondre à toutes ces questions. Alors je viens jouer à mon tour mon petit morceau et on m'a assigné le thème qui semble un peu adapté à mes compétences. Quelle autre économie? Une autre économie, oui, car celle qui s'impose à nous ne nous convient absolument pas. Quelle économie voulons-nous donc pour cheminer vers une civilisation de convivialité? En 10 minutes, il fallait directement à l'essentiel, je vais m'y essayer. Le point clé, me semble-t-il, c'est que nous ne voulons absolument pas du primat de l'économie. C'est un désordre historique dont il faut sortir, écrivait Emmanuel Bouilly en 1947. Et au colloque de Rennes des convivialistes en octobre 2015, Alain Caillé disait « Là où l'économie prime, la société déprime. » C'est bien, je vais oublier. Et la nature aussi. Et la nature aussi, bien sûr. La nation aussi. L'économie n'aurait jamais dû cesser d'être ce qu'elle doit être, un simple outil au service de la société. Et la logique de fonctionnement de cet outil doit assurer ce service à la société. Alors, affirmer que l'économie est un simple outil au service de la société peut être précisé, je vais essayer de le faire, dans 2 directions. On verra ensuite la question du fonctionnement de l'outil. Alors tout d'abord, 2 directions dans lesquelles je vais préciser
La première est celle-ci. Si l'économie est au service de la société, c'est donc la société qui doit dire quelles activités organiser, quels biens et services offrir, quelles technologies mettre au point et utiliser. Dit autrement, une autre économie doit répondre aux besoins et aux désirs légitimes du peuple qui forme la société. Mais nos désirs sont illimités et les moyens de les satisfaire sont d'une infinie variété. Comment assurer la légitimation? Comment choisir les priorités entre tous les besoins légitimes des uns et des autres? Comment déterminer les technologies, les biens et services à produire? C'est une question extrêmement complexe. Par exemple, il faut souligner qu'au-delà du besoin de se nourrir, le besoin d'une galette bretonne, je viens de Bretagne, ou le besoin d'un complément alimentaire fabriqué en Californie, on en parlait hier, ce ne sont pas des données auxquelles l'économie peut répondre. On ne peut se contenter de dire l'autre économie est une économie, l'autre entreprise est une entreprise qui doivent répondre aux besoins. Parce que ce que l'on regarde comme des besoins dans l'économie présente, nos besoins apparents, sont des besoins construits par les marchés, par la violence de la monnaie qu'on vient de rappeler, par le pouvoir des rapports de force, le pouvoir de marché des grandes entreprises, le pouvoir d'achat des plus fortunés, le pouvoir de manipulation de la publicité, de la propagande publicitaire, par le pouvoir de corruption des lobbies. C'est ça nos besoins. Pour échapper à cela, une autre économie doit, comme on l'indique dans les éléments de politique économique convivialiste, en vente dans l'économie de Réunion, ici sur la côté, pour diminuer la dépendance vis-à-vis des marchés et vis-à-vis de la monnaie, et ce sont des questions qui seront abordées par mes voisins de gauche et d'extrême gauche. Alors, il faut donc diminuer cette dépendance pour faire des choix d'activité, de technologie, et ces choix doivent être faits en suivant une autre proposition que nous trouvons dans ces éléments, qui est il faut moraliser l'économie. Ça veut dire qu'il faut se référer à une éthique partagée. Qu'est-ce qui compte pour nous? Quelles sont nos priorités? Pour guider les choix, il faut bien sûr informer, débattre ces choix démocratiquement, et on peut se poser la question, faut-il une agriculture chimique ou biologique? Faut-il une agriculture industrielle ou paysanne? Comment répartir notre temps entre temps libre et temps consacré au travail? Faut-il de l'énergie nucléaire ou non? Faut-il dans les villes priorité à l'automobile individuelle ou au transport collectif et au vélo, etc. Alors ensuite, si l'économie est un outil au service de la société, deuxième direction de ma réflexion partagée avec vous, elle doit servir le projet de société, la finalité de la société. Quelle est cette finalité d'une société conviviale? Donc, c'est une deuxième direction à préciser pour faire de l'économie vraiment un outil au service de la société. À mon sens, la finalité d'une société conviviale n'est pas prise en compte par l'économie présente, et je crois qu'on est tous d'accord. L'économie actuelle impose à la société ses propres fins, c'est-à-dire d'être au service de ce que comptent les marchés et la monnaie, c'est-à-dire ce qui, en l'ajoutant, forme le produit intérieur brut, le PIB, mesuré en monnaie.
et dont on fait espérer la croissance pour qu'il y ait plus de monnaie pour tous. En revanche, l'autre économie n'a pas pour finalité la croissance de ce que comptent les marchés et la monnaie. L'autre économie organise des activités, crée et emploie des technologies, produit et répartit des biens et services pour qui? Pour contribuer au bien commun, c'est-à-dire à la finalité de la société. Alors le bien commun au singulier, je reprends la définition de François Flahault dans Les Éléments, c'est l'ensemble de ce qui soutient la coexistence et par là l'être même des personnes. L'autre économie est un outil pour entretenir, soutenir et améliorer ce qui constitue notre monde commun. Et pour travailler à ce bien commun, au singulier, les biens communs au pluriel ont une place essentielle. Les biens communs peuvent être fournis par la nature, comme le soleil qui nous éclaire, par nos cultures, comme nos relations de confiance, interindividuelles et les sourires, l'affection que nous échangeons, les réunions que nous organisons, par la société, qui fournit l'éclairage public quand le soleil s'est couché, et d'autres services publics, comme le droit, celui du code de la route, l'éducation, la santé, les biens communs à partager, sont devenus malheureusement presque invisibles par rapport aux biens marchands. Il faut à nouveau leur redonner visibilité, leur accorder toute leur importance, les préserver, les entretenir, car ils sont indispensables au bien commun, au singulier. Si ils s'étiolent, c'est la dégradation de la nature, c'est la montée des inégalités au sein et entre les pays, dans l'accaparement démesuré des biens et services par une oligarchie. Alors, pour arriver vers la fin, il faut que je dise quelques mots pour conclure. Comment peut-on faire fonctionner cet outil au service de l'économie? Et donc je conclurai en 2 mots, en 2 phrases. Nous avons un certain nombre d'éléments à notre disposition pour imaginer comment faire fonctionner. La première, c'est emprunter aux traditions anciennes, coopérativistes, mutualistes, associanistes, plus modernes, de l'économie sociale et solidaire, pour peu qu'on étende la portée de leur solidarité au-delà des groupes particuliers. Parce qu'on sait qu'immergés dans l'économie actuelle, ils ont du mal à ne pas s'accommoder et sont même dans l'impossibilité de faire que le cours des choses soit modifié. Et le deuxième élément que je voulais indiquer, qui est une réponse à une question qu'on se posait tout à l'heure, c'est le principe de subsidiarité. Le principe de subsidiarité, c'est le principe qui limite ou régule la taille des outils, des entreprises, des institutions, des économies, des communautés politiques. Et je rapproche là un principe qui a été imaginé dans le cadre de la construction européenne et qui dit que l'on traite au niveau supérieur uniquement des questions qui ne peuvent être réglées correctement pour le bien commun de tous à un niveau inférieur. Et je le rapproche du principe énoncé par Ivan Illich, le père de la convivialité. Un outil, quand il devient trop grand, au lieu de servir l'homme, il l'asservit. Et l'outil cesse d'être convivial. Par conséquent, il faut appliquer cela tant à la taille des entreprises qu'à la taille de communautés politiques et retrouver l'enseignement des grands anciens pour lesquels la sagesse était de donner à ce que nous faisons la bonne proportion, celle qui permet de servir le bien commun, et la mise en pratique d'un idéal démocratique leur paraissait aussi liée à une taille réduite de la cité. Voilà quelques indications pour une autre économie. Bien, je ne sans plus attendre la parole à Christophe Fourel. Merci Alain. Pour ceux qui n'ont pas eu l'information, tu as oublié de dire que la France avait gagné 2-1. Je le dis parce que c'est bon pour la croissance. Alors le titre initial de cette table ronde, en tout cas dans le programme préliminaire, était « Quelles alternatives économiques ?» Alors évidemment avec ce titre-là, je me sentais très à l'aise compte tenu des fonctions que j'occupe au sein du journal Alternatives économiques. Mais le titre est devenu « Quelle autre économie ?» Ce qui, de mon point de vue, n'est pas tout à fait la même question et que l'on peut entendre comme
une autre économie est-elle possible aujourd'hui, en partant bien sûr de celle dans laquelle nous vivons actuellement? Posé en ces termes, cela veut dire une économie dont la croissance du PIB, dont vient de parler intelligemment Marc, ne serait plus ni le moteur ni la finalité, comme c'est le cas aujourd'hui, une économie qui s'intéresse uniquement à la quantité d'argent échangé, à la quantité de marchandises échangées et vendues au cours d'une année, quelle que soit la nature de ces marchandises. Mais avant de nous demander si une économie peut fonctionner sans cette fameuse croissance du PIB, peut-être pourrions-nous nous demander de quelle croissance avons-nous besoin? Autrement dit, qu'est-ce qu'il nous manque que la croissance devrait nous apporter? Or, il est frappant justement de constater que ces questions ne sont plus jamais posées. Depuis des dizaines d'années, en effet, nous avons pris l'habitude de réclamer la croissance, mais la croissance en soi, on réclame la croissance en soi. On attend la croissance en soi. On veut aller la chercher avec les dents, pour reprendre l'expression de l'ancien président de la République, qui voulait aller chercher la croissance en soi, sans plus jamais se poser la question de la finalité de cette croissance. Le contenu de la croissance, en effet, n'intéresse personne, et surtout pas les décideurs, qu'ils soient des décideurs économiques ou des décideurs politiques. C'est qu'aux yeux du capital, la nature de ce qui est produit importe moins que sa rentabilité. De façon symétrique, aux yeux des travailleurs, la nature de la production importe moins que les emplois qu'elle crée et les salaires qu'elle distribue. À partir de ce constat, on peut comprendre, par exemple, que les mouvements anti-austérité, appelons-les comme ça, qui s'expriment un peu partout dans le monde et en Europe en particulier, et qui sont tout à fait légitimes, mettent souvent en avant les revendications sur le niveau des salaires et des conditions de travail. En somme, ils réclament de la croissance, ou la relance de la croissance, mais ils posent trop rarement, de mon point de vue, la question de la finalité de cette croissance, et donc la finalité de la production. Quelles sont en revanche les richesses et les ressources qui manquent le plus souvent aux populations? Réponse simple. Une alimentation saine et équilibrée, de l'eau potable et de bonne qualité, de l'air pur, un logement salubre et agréable, etc. Des choses assez simples. C'est pourtant donc à partir de ces questions très simples, notamment, qu'on peut commencer à réfléchir sur les finalités de la croissance et ce que cette croissance pourrait nous apporter et qui nous manque. On a fait tout à l'heure allusion, c'était Pablo Sévigne qui faisait allusion au rapport Meadows de 1972 qui s'appelait « Halte à la croissance ». Un peu plus près de nous, en 1993, le rapport du PNUD, le programme des Nations Unies pour le développement, ce rapport sur le développement humain, avait déjà permis d'ébaucher une redéfinition de ce genre. Mais cette réflexion s'était assez vite perdue dans les limbes, en fait, au résultat de la commission Stiglitz en 2008 sur les indicateurs de richesse, et réflexion qui avait d'ailleurs largement été anticipée par Dominique Méda et Patrick Vivray, par leurs travaux. Alors pourquoi appeler de ses voeux une autre économie? C'est justement parce que l'économie, ou plus exactement le fonctionnement de l'économie, tel que nous l'avons aujourd'hui, ne permet pas, ou très mal, de satisfaire les besoins pourtant élémentaires évoqués à l'instant. Si on veut penser et si on veut mettre en œuvre une autre économie, il est donc nécessaire que des acteurs, de plus en plus nombreux, et bien entendu des décideurs, posent justement la question de la finalité de la production. Mais dans notre société actuelle, qui est gouvernée donc par la croissance en soi, comme je le disais tout à l'heure, ces acteurs sont généralement considérés comme des déviants. Certains disent des désobéissants, ou certains les appellent des objecteurs de croissance. Mais moi, je préfère le terme déviant parce que ça renvoie aux réflexions de Jacques Ellul, qui est un auteur qui, à mon avis, il faut revisiter. Et cette réflexion de Jacques Ellul sur le rôle utile, justement, qu'il voyait dans l'existence de déviants dans notre société. Alors, ces déviants existent-ils? Et sont-ils nombreux? Sous-entendu, sont-ils suffisamment nombreux pour nous permettre d'envisager une autre économie, une économie qui fonctionnerait différemment?
et qui fonctionnerait réellement, serait-on tenté d'ajouter. Une bonne illustration de l'existence de ces déviants, de ce que j'appelle ces déviants à la suite de Jacques Ellul, et de leur rôle, nous a été donnée, de mon point de vue, à voir dans le film Demain, le film de Mélanie Laurent. Voilà. Ce film, qui est, je trouve, très, très joyeux d'ailleurs, nous montre en effet une multitude d'acteurs et d'initiatives tout à fait crédibles qui laissent penser qu'une autre économie est possible. Et pas seulement une juxtaposition d'alternatives économiques, justement. C'est là, à mon avis, la grande force du film. Ce film a eu beaucoup de succès, il a beaucoup de succès, car il nous permet de stimuler notre imaginaire. Car, comme nous avons eu l'occasion de le dire depuis le début de notre rencontre hier, nous sommes dans une période où une formidable bataille des imaginaires est en train de se jouer. Et le convivialisme, évidemment, participe, bien entendu, de cette formidable bataille des imaginaires. Une autre illustration de l'existence de ces déviants peut être trouvée dans un livre, par exemple, comme celui d'Éric Dupin. Éric Dupin a écrit un ouvrage qui s'appelle « Les défricheurs », paru fin 2014 aux éditions La Découverte, et que j'ai personnellement beaucoup aimé. Dans ce livre, il donne à voir les modes de vie adoptés par plus de Français qu'on imagine et qui vivent selon une échelle de valeurs différente de celle qu'impose aujourd'hui la société actuelle, c'est-à-dire l'échelle de valeurs de la société de la croissance en soi. Toutes les initiatives et tous les modes d'entreprendre relatés dans le livre d'Éric Dupin sont pour la plupart d'entre eux totalement détachés du modèle productiviste et consumériste qui nous étouffe. Pour Éric Dupin, ces défricheurs sont ce qu'il appelle une avant-garde écolo-sociale. Et cette avant-garde pose de manière frontale la question de la finalité de la production et de la consommation. Ce qui est intéressant dans la vaste enquête qu'Éric Dupin a conduite, ce sont les éléments de sociologie qu'il donne pour caractériser cette minorité agissante. Et le pragmatisme dont ces déviants font preuve pour mener à bien leur utopie concrète. Largement issu des classes moyennes, éduquées, Éric Dupin pronostique, ou imagine plutôt, que cette avant-garde écolo-sociale pourrait représenter dans 2 décennies un quart de la population française, tout en reconnaissant que les caractéristiques sociales et culturelles de cette population peuvent, à certains moments, freiner son élargissement. Car, dit-il, les phénomènes d'imitation et d'exemplarité ne peuvent jouer qu'à certaines conditions de proximité, tant sociale que géographique. Or, souligne-t-il, des pans entiers de la société française n'ont aucun point de contact avec les défricheurs qu'il décrit. Éric Dupin, de mon point de vue, pose là, sans fausse naïveté, la question de la masse critique à partir de laquelle c'est la société tout entière qui bascule dans un nouveau paradigme. Parmi les expériences déviantes qui m'ont été données d'observer récemment, je mentionnerai pour finir les monnaies locales complémentaires et leur développement rapide depuis 5 ou 6 ans en France. Ces expériences sont tout à fait intéressantes pour la bataille des imaginaires que j'évoquais à l'instant, car elles ont commencé à faire sauter un verrou que beaucoup considéraient jusqu'à présent comme inviolable. Celui qui cadenassait et qui cadenasse encore très largement l'émission de la monnaie dans les seules prérogatives des banques ou celles de l'État, des États. La vague d'innovation monétaire que ces monnaies locales ont déclenchée n'en est sans doute qu'à ses débuts. Elle démontre qu'il est possible, en partant de l'émission monétaire, de construire et développer une autre économie où il s'agit d'abord de localiser les transactions en privilégiant l'usage local de revenus tirés d'une production locale. Ensuite, qu'il est possible de dynamiser les échanges au bénéfice des populations et pour cela refuser l'accumulation, la conservation et la concentration de la richesse. Et enfin, qu'il est possible de transformer les pratiques et les représentations de l'échange, notamment en orientant la consommation de manière à la rendre plus responsable, c'est-à-dire plus respectueuse du développement durable et plus éthique. De mon point de vue, les monnaies complémentaires montrent qu'une voie de sortie de la crise de civilisation dans laquelle nous sommes empêtrés ne passe ni par plus de marché, ni par plus d'État. Elle doit, au contraire, je parle de cette voie de sortie, être recherchée dans à la fois moins de marché et moins d'État, et donc plus d'échanges qui ne soient commandés
ni par l'argent pour son accumulation, ni par la réglementation administrative, mais par des échanges fondés sur des réseaux de solidarité mutuelle. Il est donc important, et c'est un peu ma conclusion, d'encourager ce type de déviance, et même de leur offrir une certaine protection, un peu à la façon dont on souhaite aujourd'hui protéger les lanceurs d'alerte, qui dénoncent la fraude fiscale ou les trafics en tout genre. Plus fondamentalement encore, et je termine avec ça, le débat qui réémerge aujourd'hui autour du revenu d'existence est porteur de possibilités à la fois pour assurer une certaine protection aux défricheurs, comme les appelle Éric Dupin, et pour ouvrir plus largement les voies d'une alternative à la croissance en soi, c'est-à-dire à la croissance du PIB, comme seule solution pour faire tenir la société. Bref, c'est la voie de la société convivialiste, cette voie auquel il faut croire. Et pour terminer, je citerai un grand économiste, le Mahatma Gandhi, qui disait « Au début, on vous ignore. Ensuite, on vous moque. Après, on vous combat. Et à la fin, vous gagnez. » Je vous remercie. Alors, en 10 minutes, je vais essayer... Oui, le temps est rare. Donc, je vais essayer de dire deux choses en 10 minutes. Commencer par une considération un petit peu générale, et ensuite donner simplement les grandes lignes d'une analyse pour lesquelles je renverrai peut-être à d'autres choses, parce que je n'aurai pas le temps de rentrer dans les détails. L'un des avantages énormes de l'approche convivialiste, c'est qu'elle permet de dissocier la radicalité, le projet de transformer radicalement la société avec une vision guerrière du combat politique, ce qu'on pourrait appeler en référence à René Girard, une conception sacrificielle fondée sur la croyance qu'il existe quelque part un bouc émissaire, un ennemi dont il suffirait de se débarrasser pour que tout aille bien. Bien entendu, je n'ignore pas qu'il y a réellement des ennemis, il y a des gens très puissants et très méchants qui s'opposent à toutes les évolutions que l'on souhaite, mais néanmoins, je voudrais mettre l'accent sur des aspects du problème qui sont davantage liés à nous-mêmes d'une certaine manière, c'est-à-dire à la réalité anthropologique qui est celle de la culture moderne. La domination capitaliste n'est pas sans lien avec la marchandisation des rapports sociaux, c'est une évidence, et cette marchandisation des rapports sociaux, elle est elle-même étroitement liée à certains aspects de la culture moderne, à une certaine conception de l'émancipation de l'individu, entendu comme simple légitimation de désirs solipsistes, ce que je veux, quand je veux, etc. Et bien sûr, elle est liée aussi, c'est un autre aspect qu'il ne faut pas oublier, avec un choix qui a été d'une certaine manière un choix très conscient des élites occidentales de transposer dans le champ économique, sous la forme d'une concurrence généralisée, c'est-à-dire d'une guerre non sanglante de tous contre tous, les rapports de rivalité qui débouchaient naguère, très ordinairement, sur des violences physiques et sur les fusions de sang. Et le cas du sport, qui nous touche de très près aujourd'hui, parce qu'on voit à quel point on est touché par la victoire de l'équipe de France, est intéressant pour comprendre cela, puisqu'il fait en sorte, puisque le sport, c'est en quelque sorte le lien, un espèce d'entre-deux entre le monde de la concurrence par l'argent et le monde de la violence physique, avec un pied dans les deux. Et l'on voit que, quels que soient les efforts que l'on fait pour mettre l'accent sur le fait que le sport est un jeu qui doit créer de la fraternité, etc., on voit que, malgré tous ces efforts, le sport déborde sans cesse, tant du côté de l'argent que celui de la violence la plus primaire, trahissant par là son lien avec ces deux réalités. Et donc, tout ça pour conclure sur mon premier point, sur le fait que ce qui est, je crois, une conviction que nous partageons en tant que convivialistes, c'est le fait que le dépassement du capitalisme est étroitement lié avec
la création des conditions d'un vivre ensemble réellement pacifié, ce qui n'est pas une mince affaire. Cela étant posé, je vais maintenant passer à quelque chose d'un peu différent, c'est-à-dire de montrer à quel point ces questions ne sont pas des questions prospectives, mais à quel point l'évolution réelle du système capitaliste nous fait déjà entrer dans une crise qui rend toutes ces questions brûlantes et appelant des réponses immédiates et impératives. Alors, très rapidement, dans mon dernier livre, j'essaie de montrer que la crise économique, c'est-à-dire à la fois le ralentissement, l'épuisement de la croissance et la diminution des effets bénéfiques de la croissance sur le bien-être social et la pacification des rapports sociaux peut s'analyser comme un épuisement du processus de marchandisation des besoins sociaux, le fait que tant les entreprises que les individus sont davantage confrontés à la nécessité d'échanger et de créer et de disposer de ce que j'appelle des non-marchandises, c'est-à-dire des ressources qui n'ont pas le caractère de marchandises, comme par exemple, bien sûr, les biens communs environnementaux, le fait que nous sommes de plus en plus confrontés à des ressources qui ne sont pas des biens qui s'échangent sur un marché, que nous avons sans cesse plus besoin de services sociaux et de services collectifs liés à la qualité de la vie sociale, y compris en matière de sécurité collective aujourd'hui, tout l'argent que l'on dépense autour des questions de sécurité, sans parler bien sûr de toute la question de santé, de social, etc. Et puis bien sûr, ce troisième aspect qui est très largement ignoré des économistes, c'est le fait que les biens informationnels qui entrent pour une part croissante dans notre vie quotidienne et dans notre bien-être, sont largement des biens non monétarisables et qui relèvent de la gratuité. Et ça, on pourrait prendre de nombreux exemples. Deuxième point, mais je vais aller très vite, on assiste d'ores et déjà à un certain nombre d'innovations qui peuvent s'analyser comme des réponses à cette situation d'épuisement du processus de marchandisation, que j'analyse dans mon livre à travers le concept d'hybridation. On pourrait aussi les analyser à travers le concept de réencastrement cher à Karl Polanyi, comme donc je pense à l'économie sociale et solidaire, mais aussi à de nombreuses formes d'économie collaborative, même s'il y a aussi des aspects d'hypermarchandisation dans l'économie collaborative. Et puis, ce qui est moins connu, et que j'ai eu l'occasion d'analyser dans mon travail au ministère de l'écologie, c'est que les entreprises elles-mêmes, aujourd'hui, pour faire face à des problèmes d'épuisement des ressources et pour faire face à la nécessité d'accorder une plus grande place à la problématique écologique dans leur activité, sont obligées d'évoluer vers de nouvelles manières de produire des biens et vers des nouvelles manières de coopérer à travers ce qu'on appelle l'économie circulaire, l'économie de la fonctionnalité, qui représente pour une part des transgressions déjà en dehors de la sphère des rapports marchands purs. Et tout ça pour déboucher sur quoi? Eh bien, sur le fait que aujourd'hui, une politique de gauche devrait être d'abord et avant tout une politique axée sur la démarchandisation, et démarchandisation politique de démarchandisation que je voudrais simplement illustrer sur 3 thèmes rapidement. Premièrement, une politique de limitation des besoins monétaires, allonger la durée de vie des produits à travers des normes techniques et de la réglementation, faciliter la réparation, informer les consommateurs sur le véritable prix d'usage des biens, etc. Deuxièmement, instaurer une tarification progressive des services essentiels pour inciter à être plutôt des petits consommateurs que des gros consommateurs, rendre possible une vie sans voiture à travers l'aménagement de l'espace et une offre de services adaptée, accompagner le développement de l'économie collaborative, des pratiques de production et de troc, et enfin encadrer et limiter drastiquement la publicité commerciale. Le deuxième axe, c'est tout ce qui tourne autour de la réduction du temps de travail, ou plus exactement d'une politique du temps
axé sur la pluralisation de l'activité, ce qui n'est pas exactement la même chose que ce qui a été fait à travers les lois Aubry, et qui passe par exemple par une organisation de la transition entre le travail et la retraite pour favoriser la pluralisation de l'activité dans la seconde partie de la vie active. Je ne développe pas. Et enfin, le troisième axe, c'est le développement de ce que j'appelle un service public collaboratif ou un service public non monétaire qui passe d'une part par le développement du service civique et d'autre part par le fait que l'État et les collectivités s'emparent des techniques et des innovations de l'économie collaborative pour inventer d'autres manières de produire des services collectifs. Merci. Merci Bernard. Comme il va y avoir sûrement encore pas mal de frustration dans la salle parce que les questions ne pourront pas être posées, on va insister sur le fait qu'il y a beaucoup de frustration également à la table. Tout le monde est obligé de présenter son concours en 10 minutes, ce qui est un travail, il faut souligner, extraordinairement difficile. Voilà. Donc merci de vous y être. Donc nous avons un petit 10 minutes pour des questions éventuelles. Tout au fond, Bernard Guibert. Ma question est concise, brutale et simpliste peut-être. C'est puisqu'à me limiter aux finalités. En quoi la finalité ne pas chercher la croissance n'est pas la finalité chercher la décroissance. Autrement dit, il suffit grammaticalement de déplacer la négation du verbe sur le complément. Ne pas chercher la croissance, chercher la non-croissance, c'est-à-dire la décroissance. Merci. Le convivialisme est-il un décroissantisme? Voilà. Merci. Tout à l'heure, Christophe disait qu'il faudrait viser à moins d'État et moins de marché, et Bernard parlait d'une vraie politique de gauche, et ma question est, est-ce que le convivialisme est une politique de gauche différente de ce qui existe aujourd'hui, ou est-ce que c'est une autre politique différente à la fois de la gauche et de la droite? C'est plutôt mon avis, ces dernières positions, mais j'aimerais avoir votre avis. Deux questions formidables, formidablement concises. Une troisième, comme ça il y en aura une pour chacun. Oui, tout à l'heure, il était fait allusion aux travaux de Stiglitz hein, sur les indices et les statistiques. Alors on sait par exemple donc que les chiffres de la croissance sont faux, hein, puisque quand on dit que la Chine croît de 5-7%, on n'impute pas les coûts énormes, le traitement qu'elle inflige à son environnement, tout ça n'est pas imputé, donc ces chiffres sont complètement faux. Alors que faire pour avancer là-dessus aussi? Parce que quand on parle, les statistiques qu'on nous donne, les chiffres qu'on nous donne sont, encore une fois, sont faux, puisqu'on n'impute pas à tous les dégâts qu'il faudra bien un jour payer. Etc. Hein, enfin, tout le problème des ordures, le problème des nuisances, etc. n'est pas imputé. Donc comment on fait pour... les dommages à la santé publique ne sont pas imputés. Il y a des pays en ce moment dans le tiers-monde qui sont en train... je pense au Brésil, où je vis une partie de l'année, il y a un problème de santé publique, de cancer massif et de diabète massif qui est en train de se profiler à l'horizon. Qui va payer ça et comment ce serait imputé dans les chiffres de la croissance. Alors, comment faire pour aussi avancer là-dessus? Merci bien. Peut-il y avoir une vraie mesure de la vraie croissance? Voilà. Trois questions formidables. Qui veut répondre à la première? Le convivialisme est-il un décroissantisme? Ça t'inspire, Marc? Oui. Alors c'est un débat que nous avons avec certains convivialistes qui viennent de la décroissance. Alors, il y a deux manières de voir la chose. Donc il y a un train qui va dans un certain sens, et puis sémantiquement c'est très facile, on arrête et puis on fait aller dans l'autre sens. Ça ne change rien, on reste sur les mêmes rails.
Donc le gros problème que nous avons, c'est de s'organiser autrement. Pour le dire de façon un peu plus explicite, on a vu tout à l'heure des images de Pablo Servigné, que je partage en partie. C'est vrai que, d'un certain sens, la méga-machine nous amène dans une certaine direction qui est de la croissance. Notre problème, ce n'est pas d'aller par là, c'est d'aller par là. C'est-à-dire ce qu'on essaie de définir, alors à gauche pour moi, à droite pour eux, mais d'aller dans une autre direction qui est la direction de la convivialité. On nous a fait passer de l'autre côté. Mais si vous regardez mon petit bouquin vers une civilisation de la convivialité, vous verrez dessus un pendeloque qui a 25 000 ans, on voit des gens qui se donnent la main pour danser. Ce n'est pas des vaches dans un pré. Nous sommes des animaux qui sommes capables de nous donner la main pour vivre quelque chose, pour faire une ronde, ce qu'on pourrait faire ici, pour se sentir, se toucher. Et cette convivialité, c'est une direction dans laquelle nous avons essayé d'avancer. Et aujourd'hui, on dit, mais non, c'est pas ça, il faut faire de la croissance. Mais c'est pas parce que je vais faire de la décroissance que je vais me retrouver sur le sentier de la convivialité. Bien entendu, c'est ce que j'ai dit en ce qui me concerne dans mon dernier présentation, le principe de subsidiarité et de limitation de taille fait qu'il faut réduire la taille des grandes entreprises en particulier. Monsanto vient d'être acheté par Bayer, et avec Dow Chemical et Bayer qui sont en train de fusionner, vont faire 75% de la production agrochimique. Ce n'est pas acceptable pour une politique convivialiste, et il faut certainement relocaliser, reterritorialiser, faire des circuits courts, faire de la souveraineté alimentaire locale, comme indiquait Bernard Perret dans cet ouvrage, c'est qui est une condition, comme il a dit, de la paix. Merci Marc. Christophe, est-ce que tu te sens prêt pour la question le convivialisme est-il de droite ou de gauche? Il est de gauche. Je me sentais prêt, j'avais préparé la réponse. Au-delà de la plaisanterie, donc Jacques m'interpellait quand j'ai parlé effectivement de l'idée de sortir en faisant moins de marché et moins d'État. Et donc j'ajoutais donc de favoriser des échanges qui soient fondés sur des réseaux de solidarité mutuelle. Il me semble que plus on fait du marché, plus il y a une demande d'État. Les deux choses, comment dire, vont ensemble. Enfin, aujourd'hui, il y a un mouvement social autour de la loi El Khomri. Et donc, un mouvement social qui conteste fortement l'idée que finalement, on transforme de plus en plus, ou on déconstruit d'une certaine manière ce qui avait été construit, qui était de faire en sorte que le travail ne soit pas une marchandise comme une autre. On tend à de plus en plus, finalement, rendre le travail et faire que le travail devienne de plus en plus une marchandise. Une des conséquences quand même il me semble que plus le travail devient une marchandise, plus les travailleurs rêvent de marchandises. C'est quand même ça la conséquence. Il faut avoir... Comment ? Il faut avoir conscience de ça. Et donc, en conséquence, de réclamer plus de protection, plus d'État, plus de réglementation, plus d'administration. C'est ce cercle vicieux qu'il faut essayer de casser. Et je pense que le convivialisme est une voie pour essayer de casser ce cercle vicieux. Bernard, tu as une réponse à la dernière question. Peut-il y avoir une bonne mesure de la vraie croissance? Je ne sais pas s'il peut y avoir une bonne mesure de la vraie croissance. Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un enjeu énorme autour des indicateurs, et pas seulement de créer des indicateurs, parce que ça, on est à la limite, les gens disent qu'il faut de nouveaux indicateurs, mais le problème, c'est qu'il y en a plein. Il suffit d'aller sur le site du ministère de l'écologie ou ailleurs, on va trouver plein d'indicateurs de développement durable, y compris des nouveaux indicateurs de bien-être. Le problème, c'est de les porter, c'est de les utiliser politiquement, c'est-à-dire qu'il y a des forces politiques qui s'emparent
de ces indicateurs pour construire un discours et pour construire de la lisibilité sur les évolutions sociales. Et ça, c'est la chose pour laquelle la loi Eva Sas de 2015 pourrait en théorie apporte en théorie un élément de réponse. Simplement, évidemment, il ne faut pas rêver, c'est pas Manuel Valls qui va s'emparer de ça. Merci beaucoup. On a tenu à peu près dans les temps. Merci à tous les trois.